On continue. Je vous remercie. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préalable, nous allons plus être sur la validation des taux. Et si vous me le permettez, nous étions 94 personnes la semaine dernière, le 3 avril, à être présentes pour une commission, toute commission, si je puis dire, où on a eu tout un échange et un débat sur les perspectives un petit peu financières de notre comité d'agglomération. Et même si nous étions très nombreux, je vais me permettre un petit exercice de rappel un peu de ce qui s'est dit dans cette réunion-là. À savoir, vous avez une présentation assez synthétique sur les scénarios proposés. Et je vais revenir un petit peu sur la démarche dans laquelle nous avons présenté, en essayant d'être assez succinct, mais que les personnes qui n'ont pas pu être présentes puissent aussi avoir un maximum d'informations. Donc, lors de notre réunion du 3 avril dernier, nous avons vu donc, les perspectives de la situation financière de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Il y a tout un sommaire qui a été présenté, donc le rappel des résultats. Donc, on est parti d'un constat quand même. Je vais quand même revenir sur le constat, si vous voulez bien, juste avant, qui pose un peu le cadre malgré tout. Donc, un territoire rural donc fragile, une population en baisse, une fiscalité qui repose essentiellement sur les ménages, un désengagement constaté et constant de l'État et de son niveau de service, un coût de service plus important, effet de densité, coût de l'investissement à l'habitant. Avant fusion, aucun territoire ne se portait bien ou beaucoup mieux qu'un autre. La dynamique n'était pas positive, personne ne pouvait financer ces projets votés fin 2016, et la fusion a un peu amélioré la situation, c'est les fameux 2 millions d'euros que je vous ai dit tout à l'heure. Elle a surtout stabilisé pour une bonne année 2017. Chacun doit faire des efforts, il existe une obligation de solidarité et de respect des autres. Donc la fusion a permis d'améliorer considérablement la situation financière du territoire. En effet, grâce à la création d'un comité d'agglomération, le territoire a bénéficié d'une DGF majorée à hauteur de 2 millions d'euros, ce qui a porté la CAF à 2 900 000 euros contre 1 400 000 euros sur les anciennes comités de communes. Sans la fusion et la bonification DGF de 2 millions, la situation financière consolidée sur le périmètre actuel aurait été alarmante. Elle aurait été de 900 000 euros de CAF net sur un budget de fonctionnement de 55 millions d'euros. Toutefois, comme le rappelait le cabinet Sémaphore qui nous a accompagnés dans les perspectives financières de la communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération souffre d'une situation financière dégradée qui ne lui permet pas de supporter l'évolution de ses charges de fonctionnement, le niveau d'investissement prévu par chacun des ex-EPCI. Et là, on a voulu faire ressortir un petit peu un tableau relatant un peu la CAF net à l'habitant et de voir un petit peu au niveau du département comment on se situait. Donc on est, je vais faire des arrondis, à 30 euros sur la comité d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie pour cette année 2017 avec la bonification des 2 millions d'euros. Sur Grandville-Terre-Mer, on est à 47 euros à l'habitant de capacité d'investissement. Sur Saint-Lô, nous sommes à 55 euros. Et sur le Cotentin, nous sommes à 84 euros. Ça permet un petit peu de voir un peu où on se situe par rapport à nos collègues. Donc le tableau est assez intéressant. On a repris aussi la situation sur les places à la vignette suivante, s'il vous plaît, des communautés de communes telles qu'elles préexistaient, et de revenir cette capacité d'investissement à l'habitant. Donc en 2016, le taux d'épargne brute calculé à partir du cumul des 5 ex-communautés de communes était inférieur à 9%. La situation financière n'est peut-être que le reflet de cet existant, aggravé des reports de charges de fonctionnement 2016 sur 2017 et de l'engagement de dépenses d'investissement. À la CAF net d'un habitant, sur la communauté de commune de Saint-Hilaire, nous étions à 14 euros, sur Saint-James à 37 euros, sur Mortain à moins 26 euros, sur Val-de-Cé à 25 euros, sur Avranches à 25 euros, et la moyenne totale, toutes communautés confondues, nous étions à 16 euros à l'habitant. Pour rappel, 2017, nous étions plutôt à 30 euros à l'habitant. C'était un cadrage qu'on voulait refaire, donc c'est la ligne suivante si vous voulez bien. Rappelez quand même que l'État a mis à mal quand même les collectivités, et là on a fait un récapitulatif avant la fusion, 2014, 2015, 2016, 2017. L'État est venu ponctionner à hauteur de 2 700 000 euros l'ensemble des collectivités fusionnées, ce qui n'est pas neutre, c'est quasiment notre capacité d'investissement sur cette année 2017. Et le total cumulé, c'est 6 500 000 euros. On peut passer à la ligne suivante. Donc sans notre arbitrage, une forte contraction de l'épargne brute. Donc on constate un effet ciseau, et c'est là que c'est important, qui affecte la section de fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement, plus de 2,8% en moyenne annuelle, progressant plus rapidement que les recettes afférentes, plus 1,2%. À noter là aussi l'impact des mesures prises par l'État, des fins de contrat aidés aussi, de la prime de compensation de la CSG, et une section de fonctionnement fragile. Et indispensable de maintenir une capacité d'autofinancement
acceptable et d'en limiter la dégradation. Déjà faible avant la fusion, 8,7% en 2016, l'autofinancement s'est renforcé en 2017 pour atteindre 10,4%. Sans arbitrage, il se dégraderait très fortement sur la période pour atteindre moins de 5% en 2021. Pour mémoire, le seuil de vigilance préconisé se situe à 10%, alors que celui de la moyenne des communautés d'agglomération se situe plutôt à 16%. La communauté d'agglomération doit accorder une grande attention au redressement de sa section de fonctionnement afin de conserver une capacité d'investissement et éviter une situation de déséquilibre budgétaire. On a en projection, selon les évolutions des charges de fonctionnement et des recettes, cet effet ciseau qui tendrait, on voit bien que ça rapproche petit à petit. L'épargne brute qui se dégraderait très rapidement. Et si on avait maintenu le PPI tel qu'il avait été souhaité par les anciennes communautés de communes, on aurait été un petit peu dans le mur avant 2020. Donc l'idée c'était aussi de jouer non seulement sur le fonctionnement, que ce soit la dépense ou les recettes, mais aussi de jouer, de revoir ce PPI qui n'était pas tenable. Donc on voit les investissements qui ont été faits sur 2016-2017, qui avaient été engagés par les anciennes communautés de communes. Pour rappel, la capacité d'investissement, ça nécessitait 2016-2017 de taper à 5 millions d'euros dans le matelas. On était à 13 millions d'euros de matelas avant la fusion, un an avant la fusion. Les communautés de communes ont fonctionné de 5 millions d'euros sur leur matelas avant la fusion. En 2017, des investissements avaient été engagés qui ont nécessité aussi de prendre 5 millions d'euros de matelas, mais qui a nécessité aussi de prendre un emprunt à hauteur de 3 millions d'euros pour rester au même niveau d'endettement de la communauté de communes tel que nous l'avons vu au 1er janvier 2017, mais ceci étant, on a été obligé de faire face aux investissements qui étaient partis. Et on voit bien que si on restait comme tel, le PPI qui était prévu, on était au plus de 20 millions d'euros en 2018, à peu près la même chose sur 2019, et on voit bien que c'était pas tenable. Déjà 11 millions d'euros, on était obligé de taper dans le matelas, donc si on partait à 20, c'était pas tenable. Donc un encours de dette qui doublerait sur la période, sans arbitrage, l'encours de la dette de la communauté d'agglomération passerait de 32 millions d'euros fin 2017 à plus de 55 millions d'euros si nous restions sur ce PPI. Et notre capacité de désendettement atteindrait plus de 22 ans en 2021. Donc pas tenable du tout. Nos capacités à investir, donc, compte tenu du niveau d'autofinancement disponible, le maintien d'un ratio de solvabilité satisfaisant, inférieur à 12 ans, la nécessité d'un montant net d'investissement annuel moyen de 5 millions d'euros TTC sur la période 2018-2021, sous réserve de l'obtention de cofinancement à hauteur de 30% en moyenne au coût des projets, le volume d'investissement brut annuel moyen pourrait atteindre entre 7 et 8 millions d'euros TTC. Donc sans arbitrage, une situation financière très dégradée à l'horizon 2020 qui résulte d'une fragilité financière initiale, d'une réduction de la capacité d'autofinancement estimée à 1,5 million d'euros dès 2018, d'un programme d'investissement trop ambitieux, les objectifs de nos arbitrages, un niveau d'épargne net préservé, un niveau d'investissement soutenable en assumant l'héritage des coparties, marché de travaux signés des anciennes communautés de communes, qui exclut aujourd'hui tout projet communautaire nouveau. Rappelons en outre que les charges de fonctionnement induites par les investissements n'ont pas été modélisées. Donc les besoins de financement des collectivités fusionnées. Donc on a fait un point quand même sur un rapport de la Cour des comptes du 11 octobre dernier qui fait l'état de l'avancement des réformes territoriales sur le plan budgétaire, donc sur le court terme. Même s'il est vrai qu'on nous avait dit qu'en se mettant tous ensemble on ferait des économies, mais ce qu'il est constaté par la Cour régionale, la Cour des comptes, c'est que sur le court terme, la mise en œuvre de la réforme se traduit par l'ouverture de nombreux chantiers administratifs au sein des collectivités concernées. Réorganisation institutionnelle administrative, refonte des fonctions support, territorialisation de l'action publique, fusion des organes satellites. L'ensemble de ce processus complexe prendra plusieurs années et induira inévitablement des coûts de transition dont certains sont d'ores et déjà enregistrés. Et sur le moyen et long terme, des économies potentielles à terme. Si la réduction des dépenses des collectivités locales n'a pas été expressément présentée comme un objectif de la réforme, elle apparaît comme l'une de ces retombées fortement attendues, ainsi que le souligne le programme de stabilité du gouvernement pour la période 2017-2020. Pourtant, à court terme, les économies seront sans doute faibles et ne compenseront pas les surcoûts de transition. À moyen et long terme, seule une démarche volontariste des exécutifs locaux permettra des gains nets. La fusion de PCI génère à court terme des dépenses de fonctionnement supplémentaires indispensables à la structuration et de potentielles économies à court terme et moyen terme. On l'a vu déjà sur ce budget 2017, où nous avons divisé par deux nos coûts à l'assurance
Et il y a des chantiers à ouvrir encore dès cette année sur la téléphonie, sur les achats groupés. Et comme je l'avais dit lors de la présentation, tout en maintenant aussi notre tissu artisan et commerçant, parce que qui dit achat groupé dit aussi des volumes où nos artisans et commerçants ne pourront pas forcément répondre. Donc là, il y a une vraie démarche à accompagner pour respecter aussi notre équilibre économique local. Donc la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-de-Normandie n'échappe pas à la règle. S'agissant du chapitre 11, donc, compte tenu de l'évolution des charges courantes, plus de 2%, hors études et gestion des déchets, suite à la reprise du budget principal, sur le budget principal du budget annexe ordures ménagères, on le verra tout à l'heure. Donc il est nécessaire de poursuivre en 2018 le travail sur l'optimisation des dépenses de fonctionnement de la collectivité, à l'instar de ce qui a été fait pour le marché des assurances. Toutefois, compte tenu du montant des représentants, les contrats de prestation sur ce chapitre-là, passer avec les sociétés extérieures qui représentent 50% des charges générales de la collectivité, les autres dépenses, combustible, eau, assainissement, carburant, affranchissement, les économies d'échelle ne pourront se faire que sur le moyen et long terme, conformément aux prévisions de la Cour des comptes. S'agissant du chapitre 12, donc, comme pour les charges courantes de la collectivité et du fait de la pyramide des âges qui avait été demandée et qui a été présentée lors de notre commission le 3 avril dernier, on voit un peu qu'on est quand même sur une collectivité très jeune, ce qui est une bonne chose quand même pour l'avenir de notre territoire. On a des charges de personnel prévues pour 2018 qui seraient de plus 7%, qu'on va décomposer juste après. Et dans ces 7%, on a une partie, c'est la compensation de la hausse de la CSG, la fin des contrats aidés, des recrutements en 2017, l'évolution mécanique de la masse salariale et les créations de postes envisagées inhérentes à la structuration des services de l'agglomération, donc qui représente 1% et qui reste arbitré dans l'année. Donc les objectifs organisationnels, c'est l'optimisation des compétences internes pour maintenir une même qualité de service, la mise en place d'un schéma de mutualisation et l'optimisation de l'organisation interne au travers de projets d'administration pour faciliter les mutualisations internes. Nous devons consolider prioritairement notre budget de fonctionnement pour éviter l'effet ciseau en augmentant son résultat d'environ 1 million d'euros, 1,7%. 500 000 euros étant générés mécaniquement par la croissance des bases d'imposition. Hypothèse de croissance à 3%. Alors depuis la réunion de la semaine dernière, on a eu des validations, on est plutôt sur 2,7%. Donc pour les personnes qui n'étaient pas présentes, on avait émis plusieurs scénarios. L'objectif de cette réunion, c'était vraiment de mettre tout ce qu'il était possible de voir en fonction des perspectives qu'on pouvait avoir et de proposer à l'ensemble des conseillers communautaires les scénarios qui pouvaient être présentés, étant donné que tout le monde devait avoir en considération un petit peu ce qui pouvait être porté. Donc le premier scénario, c'était le scénario 1, rigueur budgétaire et stabilité fiscale. Le scénario 2, pacte fiscal et financier, c'est-à-dire une contribution des communes pour venir aider, épauler la communauté d'agglomération. Et le scénario 3, qui était le scénario ultime, c'était l'augmentation de la fiscalité, plus 5%. Donc la réduction du volume d'investissement aussi, donc ça est plus que nécessaire. On vous a présenté un programme pluriannuel d'investissement sur la période 2018-2019 qui serait tenable, sans augmentation d'imposition, mais qui réduit drastiquement ce qui était prévu au niveau des anciens PPI. Juste revenir avant, Nicolas. Merci. Donc le taux d'épargne brute resterait trop faible à moyen terme, 8,5% en 2018 et 5,2% en 2021. Et le redressement de la section de fonctionnement est en effet essentiel en plus de la réduction du volume d'investissement. L'un n'empêche pas l'autre. Donc l'épargne nette négative est retardée d'un an dans ce scénario-là. En réduisant les investissements, on ne ferait que retarder que d'un an cette dégradation de la capacité financière. Une hausse limitée de l'encours de dette. Donc on a des seuils critiques et je vais revenir là-dessus. La répartition des recettes au niveau le bloc communal et communautaire, je peux passer cette vignette-là. Donc la poursuite de la neutralité fiscale pour le contribuable, c'est-à-dire que pour le contribuable que ça soit neutre, l'idée c'était éventuellement de voir si les comités d'accord pour participer pour maintenir la capacité d'investissement de la communauté de l'agglomération. On va passer ça. Je vais revenir juste sur les résultats qui ont été passés. Il y a eu plusieurs scénarios pour que les communes puissent participer qui ont été présentés. Il y avait le SPIC, de jouer sur l'attribution de compensation, et le dernier levier, donc c'était le scénario 3, donc c'était l'augmentation des taux d'imposition à hauteur de 5%. On a fait un estimatif, un tableau qui est présenté, on peut passer ça.
On rappelle quand même que dans le cadre, quand bien même la communauté d'agglomération augmenterait la fiscalité de 5%, la baisse concomitante de 30% de la taxe d'habitation liée à la réforme se traduira pour 80% des contribuables au niveau national. Mais quand on regarde sur la carte qui va être proposée juste après, ça représente 90% de nos contribuables. C'est dire les revenus modestes de nos contribuables sur l'ensemble de Sud-Manche, et ça, il faut en avoir bien conscience aussi. On a essayé de faire des comparaisons de taxes d'habitation pour un contribuable type, quel effet ça pourrait avoir. Donc en 2017, si on appliquait une hausse de la taxe à hauteur de 5%, un contribuable sur la taxe d'habitation, alors on a essayé de faire ce jeu-là, c'est très difficile, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de la fiscalité. Ceci étant, on a essayé de faire des projections avec des cas concrets. Donc on a illustré une contribution moyenne et 2000 € de base nette de valeur locative. Donc pour un contribuable qui est payé 443 € avec le bloc communal et communautaire, avec la diminution de la taxe d'habitation pour 90% des contribuables, on passerait plutôt à 304 €. Et sur la partie, les 10% des autres contribuables, il y aura une augmentation de 11 € sur cette taxe d'habitation. On a fait d'autres présentations. On a pris des exemples avec une valeur locative de 3305 € contre 2231 qui est la valeur moyenne de l'intercommunalité. Donc on est plutôt sur une hypothèse haute. On a pris une maison individuelle de 160 m² avec 4 personnes, donc sur la commune de Saint-Auvin. Donc l'impact de la communauté d'agglomération sur ce scénario-là, sur la taxe d'habitation, elle passerait de 713 € à 729 €. Hors effet en fonction des revenus des contribuables. Donc on peut passer cette vignette-là. Sur la partie taxe foncière, ça se traduirait par une augmentation de 821 € à 825 €, soit pour ce contribuable-là, s'il est dans les 10% des contribuables qui ne bénéficieront pas de baisse de cette taxe d'habitation. Pour ce contribuable-là, on aurait une augmentation de 20 € d'augmentation, taxe d'habitation, taxe foncière confondue. Pour rappel, ce contribuable dispose d'une valeur locative majorée de 50% par rapport à la moyenne de l'agglomération. Donc là aussi, exercice difficile parce qu'on n'est pas tous... il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais quand certains élus l'avaient demandé, on a voulu prendre une feuille d'impôt type et voir l'impact que ça pourrait générer. On vous a mis un tableau un peu avec les différentes simulations et plusieurs niveaux de valeur locative pour vous permettre de vous y repérer un petit peu. Là, on va pas revenir dessus, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, quel que soit le scénario retenu, donc ce qui a été présenté la semaine dernière, il y a lieu de faire des arbitrages forts mais nécessaires sur l'investissement, d'optimiser les dépenses et recettes de fonctionnement pour limiter l'effet ciseau qui risque d'arriver dans les prochaines années. Et là, donc, je vais vous demander de revenir sur la présentation que vous aviez sous les yeux, puisqu'on reprend un petit peu le courant de notre présentation. Donc les conséquences, si le scénario 1 a été retenu, pas de hausse de la fiscalité, donc maintien de la pression fiscale permettant de préserver le pouvoir d'achat des contribuables, risque de détérioration du niveau de service rendu à l'usager, dégradation des conditions d'accès au crédit bancaire, enchérissement du coût de financement des investissements, et risque à terme que la collectivité soit placée dans le réseau d'alerte des finances locales pouvant impliquer l'intervention de celles-ci dans les choix budgétaires et fiscaux. Ça c'était le scénario 1. Pour rappel, nous avions procédé donc pas un vote, mais une sensibilité. On avait mis une urne à la fin de la présentation. Donc le scénario 1 avait retenu 43 voix. Le scénario 2 avait retenu 7 voix, c'était la participation des communes à l'effort pour la communauté d'agglomération. Donc là, ce scénario n'avait retenu que 7 voix. Donc ce soir, il ne vous sera pas proposé de retenir ce scénario-là. Et le scénario 3, qui est le scénario de la hausse de la fiscalité de 5%, donc une crédibilité financière maintenue de la collectivité auprès des établissements bancaires, une mise en œuvre des mesures ressources humaines permettant la finalisation de la structuration de l'agglomération, le maintien des crédits budgétaires des services au même niveau de celui de 2016-2017, permettant de conserver un niveau de service public de qualité, la baisse de 30% de la taxe d'habitation dès 2018 pour 80% des contribuables, voire 90% sur notre territoire, qui auront la hausse d'imposition moins perceptible. La hausse de la pression fiscale se traduit, toutes choses égales par ailleurs, par une dégradation du pouvoir d'achat.
Et ça sera un très mauvais signal envoyé à la population après seulement une année d'existence, d'autant plus que l'agglomération, qui n'apportait à ce jour pas de nouveaux projets type Grandville Terre et Mer, qui avait augmenté ses impôts pour le financier de complexe aquatique de Grandville. Donc je rappelle que sur les 3 scénarios qui avaient été présentés la semaine dernière, pour le scénario 1, nous avions 43 personnes qui étaient pour le scénario 1, 7 pour le scénario 2 et 44 pour le scénario 3. Donc l'exercice n'était pas forcément évident. Il souhaitait mettre vraiment toutes les choses sur la table pour que vous ayez une lecture pleine et entière de ce qu'on avait en prospective et que chacun était libre de se déterminer en fonction de ce qui leur a été présenté. Merci David de cette nouvelle présentation. La parole est à l'Assemblée, bien évidemment, pour qu'on puisse débattre sur cette proposition. Donc Alexis Sanson, vous faites prendre la parole dans un premier temps, et ensuite Michel Gérard. Alexis. Oui, moi j'ai regardé par rapport à ce qu'on nous avait expliqué l'autre jour, le 3 avril, et moi ce que je me suis aperçu, c'est que bon, il y a une communauté de communes Mortanet qui était en CAF négative de 385 000 €. Quand j'ai fait une petite simulation, si elle avait été à 0, en moyenne on aurait été à 20 € par habitant. Quand on nous dit qu'il faudrait retrouver 1 million d'euros, si justement, j'insiste, hein, si le Martenais avait été juste à l'équilibre à 0, ça veut dire qu'on trouverait quasiment 1 200 000 €. Michel Gérard. Donc, quand j'ai lu le compte-rendu partiel de la Cour des comptes, je me suis quand même rappelé qu'il y a quelques années, c'est pas très vieux en plus, hein, on nous avait dit qu'il fallait nous rassembler, mutualiser nos services pour générer des économies. Quand je vois ce texte-là, moi je me dis qu'on a été trompé. Le deuxième point, alors je sais que le scénario 2 a été refusé par cette voie, mais j'ai quand même regardé le tableau, puis fait une petite analyse, et j'ai ramené ça à l'habitant. Alors je vais prendre la commune du président, bien entendu, la commune d'Avranches. La participation aux communes votées par la d'Avranches de 1,11 € par habitant. Pour Bresser, on a 1,13 €, pour Bucé 1,04 €, Mortain 1,17 €, Saint-Hilaire 1,10 €, Saint-James 1,06 €. J'ai regardé un peu les communes de l'ancien canton de Bucé. CO, on est à 18,27 € par habitant. Crolon à 16,61 €, Juillet 17,40 €, Ménilhausen 17,69 €, et j'ai un voisin qui est le maire de Moulines, il est à 18,09 €. Et le champion en la matière aurait été Saint-Jean-de-Thomas avec 29,26 €. Donc moi je trouve que présenter déjà un tableau comme ça, c'est scandaleux. On n'aurait jamais dû le présenter, et le bureau de sémaphore qui a présenté ce dossier-là aurait dû vous le présenter, vous auriez dû le mettre à la poubelle directement. Donc moi je dis aux petites communes, réveillez-vous, faites attention, je crois qu'on est en train de nous bouffer. D'autres interventions? Oui. Albert, oui. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, j'ai envoyé un courrier à notre président dernièrement pour lui signifier que, voilà, j'ai fait un courrier carrément, hein, Monsieur le Président, cher David, voilà, je t'adresse ce message pour te confirmer que je ne voterai pas l'augmentation des taux d'imposition lors du Conseil communautaire du 8 avril. En effet, tu l'as si bien dit quand tu nous as envoyé un courrier, que cette augmentation donnerait un très mauvais visage à notre jeune communauté d'agriculteurs. J'ai bien sûr, comme plusieurs d'entre vous, échangé avec des élus communaux, des personnes en charge des associations, des habitants, des entreprises, des chefs d'entreprise, et afin de connaître un peu leurs réactions, et bien sûr, je dirais presque tous, ou autant tous, sont vraiment très opposés à cette proposition. Parce que bien sûr, ben voilà, on fait subir à la population des charges supplémentaires, voilà.
Donc les raisons de ce refus sont bien sûr multiples et nous les connaissons pour une partie. On sait que les revenus de notre population rurale se dégradent régulièrement. Le regroupement des EPCI, j'ai été dit tout à l'heure, devait nous permettre de garder la fiscalité actuelle en mutualisant les moyens, dynamisant ainsi notre territoire et en lissant les investissements. C'était notre propagande pour réussir la fusion d'ailleurs. Certains projets d'investissement se sont faits de manière excessive, sans se préoccuper des moyens financiers de l'agglo. Certains projets ont été très coûteux, ont été réalisés ou vont se réaliser, qui correspondent plutôt, je le dis, à des populations de 5 à 6 000 habitants, qui correspondent à des populations de 20 000 habitants pour des populations de 5 à 6 000 habitants. Voilà. Donc, un investissement exagéré. Sur tous les investissements, les communes devraient participer financièrement et de ce fait davantage prendre leurs responsabilités. Traiter certains projets avec fonds de concours communal, voir ensuite à qui les charges de fonctionnement. Je me souviens, quand j'étais élu président du SDIS il y a quelques années, il y avait des difficultés financières au SDIS, bien sûr, et j'avais, avec mon conseil d'administration, réussi à faire passer le message à la population en disant, voilà, il y avait des exigences des élus des communes qui avaient des centres de secours et des sapeurs-pompiers, donc exigences très fortes. J'avais fait voter donc une participation à 25% pour chacun qui demandait des investissements. Eh bien, après, vous savez, les demandes se sont réduites rapidement. Ça a été vraiment une bonne solution. Et en fait, après, ça s'est bien passé parce que chacun a réfléchi à ses investissements. Rechercher aussi dans les... Enfin, donc, on a une obligation de rigueur financière qui nous demande aussi que l'on arrête certains appels à projets, certaines études, ou au moins les mettre en sommeil pour un certain temps. Donc, les vice-présidents en charge de thématiques, eh ben, on doit y réfléchir. Hein, voilà. Rechercher les compétences, dans les compétences, possible retour vers les communes, alors ça serait plus compliqué parce qu'il y a des compensations qui sont là. Mais bon, je vois bien que les médiathèques, il faut les gérer, les salles de sport, il faut les gérer. L'entretien de certaines structures, les communes ne le font pas, ils mettent ça à l'agglo, alors que franchement, les communes pourraient prendre leurs responsabilités. Donc voilà, les communes doivent être responsables et ne pas toujours tout attendre de l'agglo. Notre population n'en peut plus de supporter des charges nouvelles, sans amélioration notoire de leur niveau de vie et sans vision de l'avenir. Alors bon, moi je dis que soyons des élus responsables et courageux, parce qu'il faut être responsable et courageux, en admettant que les communes peuvent participer aux investissements et aussi aux gestions. Et voilà pourquoi je voterai donc le scénario 1, c'est-à-dire rigueur budgétaire. Il n'empêche que je félicite quand même Denis Juquin et son service pour vraiment le travail qu'ils ont fait, parce qu'ils font avec les moyens du bord et c'est pas facile. En tout cas, voilà, moi c'est ma position. Je voulais le signaler au président, voilà, c'est fait. Merci. Merci Albert. Jean-Jacques Mouret. Eh bien, avant toute chose, je voulais remercier les services financiers de l'agglo, David Juquin, le cabinet Sémaphore pour l'excellent travail qui a été fourni. Je voulais attirer votre attention sur le fait que la fiscalité nationale augmente de 1,5% cette année. Que cette pression fiscale s'exerce sur 20% de la population. 20% que nous retrouverons dans nos collectivités et 20% qui vont être obligés de supporter les 5% que nous avons envie de leur appliquer. Pour cette seule et unique raison, je ne voterai pas l'augmentation des budgets. Ça suffit. Les gens acceptent pour le moment de payer plus au niveau de la CSG, au niveau de leur imposition personnelle. On ne peut pas leur demander plus. Ils font un effort pour qu'on restitue du pouvoir d'achat à des gens qui sont en bas de l'échelle. Il faut leur laisser ça dans leur poche. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Ah, il y a Denis Laporte. Donc,
Moi, je voudrais préciser que nous avons regroupé nos communautés de communes de façon à avoir moins de dépenses de fonctionnement et nous avons eu plus de recettes de fonctionnement. Donc théoriquement, l'écart devrait grandir. De plus, il y a quand même une chose très très importante, c'est que les taux d'intérêt sont au plus bas. Donc, et je ne pense pas que ça va durer. Alors, personnellement, je suis pour cette rigueur, parce que je pense qu'on ne peut pas continuer à taxer le contribuable. Merci. Alors, Denis Laporte, ensuite Guénel. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais juste faire une réponse quand même par rapport au coût par habitant qui a été mis dans le tableau. Peut-être que Sémaphore n'a pas très bien fait son travail, on peut toujours le discuter. Moi, je voudrais revenir quand même et prendre le cas concret de Ducé, puisque quand nous avons fusionné en 2014, toutes les collectivités, toutes les communes n'étaient pas à égalité. Il y avait des charges de centralité qui étaient portées par certaines communes uniquement au niveau communal, c'était le cas de Ducé, école de musique, bibliothèque, office de tourisme, même la gendarmerie. Pourtant, les gendarmes ne s'arrêtent pas à la frontière de Ducé. Et ce coût est directement impacté sur la commune centre qu'est Ducé. Le total pour Ducé, c'est 165 000 € que nous versons tous les ans à la communauté d'agglomération dans notre attribution de compensation, soit 58,92 € par habitant. Or, si aujourd'hui on ne nous réclame plus qu'1 €, ça fera quand même quasiment 60 € par habitant. Merci. Guénel. J'avais eu l'occasion de dire lors de notre débat d'orientation budgétaire que la situation de la communauté d'agglomération était inquiétante. Elle est d'autant plus inquiétante que notre communauté d'agglomération est jeune. Elle a à peine 1 an et demi et que déjà on voit se profiler le spectre de l'effet de ciseaux, le spectre d'une capacité d'autofinancement singulièrement réduite. Et je trouve que ça arrive vraiment très vite. Je voudrais rappeler qu'en 2014, parce que j'ai bien regardé, j'ai bien écouté, j'ai lu les documents, je ne suis pas, je vous le dis, un admirateur ou un contempteur systématique des rapports de la Cour des comptes. Il y a sans doute un certain nombre de choses à en retirer, mais on a fait des fusions en 2014. Lorsque on a créé la communauté de communes Arrange-Mont-Saint-Michel, on a fusionné 5 entités, comme là, comme ce que l'on a fait en 2017. On ne s'est pas retrouvé au bout d'1 an et demi dans cette situation financière. Il y avait aussi des projets qui avaient été votés par les précédentes communautés de communes, des projets qui étaient engagés, des marchés qui étaient signés, et on a bien entendu honoré la signature des communautés de communes précédentes. Donc on s'est retrouvé devant la même situation. De la même manière, la diminution des dotations de l'État que David Juquin a fort opportunément rappelé, ça ne date pas d'hier non plus. Je voudrais rappeler que depuis 1996, selon des modalités différentes, des pactes financiers, des pactes de stabilité financière, des gels de dotation, les gels de dotation, ils sont intervenus entre 2010 et 2014. Entre 2014 et 2017, c'est vrai que la ponction a été sévère, mais on le savait, puisque c'est la projection pluriannuelle des finances de l'État qui avait bien prévenu les élus locaux qu'entre 2014 et 2017, c'était moins 11 milliards d'euros. Et entre 2017 et 2022, c'est moins 13 milliards d'euros. On le sait. Donc, lorsque l'on sait tout ça, on adapte le budget et on adapte notamment les dépenses de fonctionnement. Moi, je n'ai jamais d'inquiétude sur les dépenses d'investissement, parce que les dépenses d'investissement, on en fait ce qu'on en veut. Je l'ai dit au débat de l'orientation budgétaire, on a prévu de faire tel investissement, on se rend compte qu'on n'a pas les ressources financières pour le faire, on peut le supprimer sans aucune difficulté. Ça peut faire grincer quelques dents ici ou là, mais on a véritablement un moyen d'action sur les dépenses d'investissement. On n'a plus de moyens d'action du tout lorsque l'on laisse déraper les dépenses de fonctionnement. Et moi, je suis quand même assez inquiet de voir qu'entre 2017 et 2018, budget primitif 2017 de notre communauté d'agglomération, budget primitif 2018 de notre communauté d'agglomération, David Juquin nous a dit tout à l'heure qu'il fallait optimiser les dépenses de fonctionnement. Ce que je remarque, c'est que entre
2017 et 2018, on augmente nos dépenses de fonctionnement de 2 500 000 euros, c'est-à-dire de 9%, entre le chapitre 11 et le chapitre 12. 2 500 000 euros. Est-ce que c'est de cette façon-là que l'on va faire une optimisation des dépenses de fonctionnement? Moi, j'ai toujours eu en tête, et j'ai toujours essayé de l'appliquer. Parfois, j'y ai plutôt bien réussi, parfois moins bien. Mais globalement, on y est arrivé quand même. Que quand on gère une collectivité publique, on n'adapte pas son niveau de recettes à son niveau de dépenses, on fait l'inverse. On adapte son niveau de dépenses à son niveau de recettes. Et il ne faut pas que les recettes, et que notamment la fiscalité, soient la variable d'ajustement. Moi, je m'oppose complètement, totalement et de manière définitive à toute augmentation de la fiscalité. Ça fait des années que toutes les collectivités augmentent leurs impôts. On y va, 1% ici, 2% là. Depuis 6 mois, l'État ne cesse d'augmenter un certain nombre de taxes, d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir aussi, je voudrais l'indiquer, parce que personne dans cette salle, même pas David Juquin, et je voudrais saluer d'ailleurs la compétence et la manière dont David Juquin présente les chiffres à chaque fois, mais même pas lui, qui s'occupe des finances de la ville, ne peut nous dire avec un degré de précision suffisant ce qu'il adviendra de la fameuse suppression ou réforme de la taxe d'habitation. Jusqu'à quand l'État compensera-t-il? Imaginez que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, l'État, pour des raisons qui apparaîtront à ce moment-là, vienne dire « je ne compense plus ». On sera dans une situation catastrophique. Alors, il y a des choses que l'on sait, et des choses, je le dis très clairement, des choses, Monsieur le Président, dont vous n'avez pas tenu compte suffisamment depuis la création de la communauté d'agglomération. Il y a des dépenses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites, notamment des dépenses de fonctionnement. Il y a eu des recrutements qui ont été faits, dont on aurait pu se dispenser. Le résultat, c'est que l'on est maintenant dans une situation difficile, et je constate, je vous dis avec une certaine stupéfaction, que malgré tout ce que vient de nous dire David Juquin, on propose en 2018, sur le budget primitif 2018, pour le budget primitif 2018, par rapport à celui de 2017, une augmentation très importante des dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Et parce qu'on a des dépenses de fonctionnement qui augmentent, on propose une augmentation de la fiscalité. Eh bien, moi je dis qu'il faut faire l'inverse, il faut dire non à l'augmentation de la fiscalité et réajuster notre budget. Moi, je ne voterai ni une augmentation d'impôts, ni, je vous le dis, et je le fais en objectivité, n'y voyez aucune autre raison, et tant pis si certains en voient d'autres, mais j'assume mon choix, je ne voterai pas non plus le budget tel qu'il est présenté. Il est trop dépensier en matière de fonctionnement. On a fait un effort, vous avez fait un effort, président, vice-président, en première ligne, sur les investissements. Vous avez mis manifestement de l'ordre dans les investissements qui étaient trop importants, dont acte. Mais sur les investissements, c'est pas trop difficile. Ça fait grincer des dents lorsque l'on dit on ne fera pas ça dans tel endroit ou on ne fera pas ça dans tel autre endroit, mais on peut le faire. Les efforts n'ont pas été faits sur le fonctionnement. Et la base de tout exercice financier, de tout exercice budgétaire de collectivité publique, c'est de maintenir, c'est de cantonner, c'est de limiter. Je n'ose pas dire de réduire, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, tout augmente, mais au moins de cantonner et de limiter les dépenses de fonctionnement. Ce n'est pas ce qui est proposé dans le projet de budget 2018. En l'état actuel, je ne voterai pas ce budget, parce que les dépenses de fonctionnement sont beaucoup trop importantes. 1 million de plus sur le 12, c'est beaucoup. 1 600 000 euros de plus sur le 11, c'est beaucoup aussi, et même plus que beaucoup. Ça fait 2 600 000 euros d'augmentation sur les seuls chapitres 11 et 12. Et puis, je voudrais rappeler aussi que lorsque l'on a travaillé les uns et les autres, on a beaucoup travaillé dans le courant de l'année 2016 pour faire cette communauté d'agglomération. On a pris des engagements. On a pris un engagement qui est pour moi fondamental et auquel je ne renoncerai pas, c'est celui de la neutralité fiscale. On a dit publiquement
que si on faisait une communauté d'agglomération, c'était d'abord dans un souci de solidarité. Moi, j'ai plaidé pour cette communauté d'agglomération et je ne le regrette pas, parce que je considère qu'il y a entre l'Avranchin et le Mortainais des facteurs d'hétérogénéité que chacun peut voir. Le Mortainais, ce n'est pas l'Avranchin, ce n'est pas le Mortainais, mais il y a aussi des facteurs d'homogénéité. Et il faut que l'on travaille ensemble et que chaque partie du territoire puisse tirer bénéfice d'un certain nombre d'implantations économiques, d'un certain nombre d'implantations industrielles qui se font plutôt naturellement et normalement le long de la 84. Et je ne vois pas pourquoi le Mortainais ne bénéficierait pas pour partie de cette création de richesse qui se fait plutôt sur la région d'Avranches, de Ducet, ou de Saint-Jeanne, ou de Pontorson, ou de Sartilly. Mais il faut le faire de façon raisonnable. Et le budget qui nous est proposé en termes de dépenses de fonctionnement, il n'est pas raisonnable du tout. Il faut réduire ce budget de fonctionnement. Alors, je sais que l'exercice est difficile. Je m'y suis livré par le passé. Je l'ai fait. C'est douloureux. Il faut expliquer. Il faut dire à tel ou tel vice-président que les choses ne sont pas possibles, qu'on va peut-être lui donner moins. Je voudrais saluer l'investissement de Catherine Brunorine, et je le fais là aussi en objectivité et sans aucun esprit de subjectivité, parce qu'elle a expliqué tout à l'heure, elle a proposé dans le secteur qui est le sien des diminutions de subventions puisqu'il y avait des excédents financiers. Je crois que chacune et chacun des vice-présidents qui sont ici doit faire la même chose. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Donc il faut faire des économies de fonctionnement supplémentaires, sinon on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas et on viendra dans 2 ans et dans 3 ans, et on le fait déjà aujourd'hui, on viendra dire aux contribuables, en violant purement et simplement ce que l'on avait dit auparavant, c'est-à-dire la neutralité fiscale. La neutralité fiscale, c'est un engagement que l'on a pris, il faut le conserver, cet engagement-là. Sinon, la parole publique n'a plus de sens. Alors, moi, je voudrais dire quand même, après avoir rappelé ces choses-là, qu'il y a des chiffres qui m'étonnent. Quand je vois que dans le document de sémaphore, on dit que la capacité d'auto... Mais je le dis rapidement parce que ce n'est pas l'essentiel, mais je le dis tout de même, que l'épargne nette de l'ancienne communauté de communes d'Avranches serait de 1 300 000. J'ai ici les chiffres du compte administratif 2015. Elle est de 2 418 000. 2 418 000. Ce sont les chiffres sur lesquels on a travaillé dans le courant de l'année 2016 pour préparer l'éclosion, pour préparer l'avènement de la communauté d'agglomération. Donc les chiffres qui sont donnés ne sont pas bons. Je voudrais dire aussi, même si ce n'est pas l'essentiel, que le ratio de désendettement de l'ancienne communauté de communes d'Avranches Mont-Saint-Michel était de 3 ans. De 3 ans. Non seulement nous avons apporté des excédents financiers relativement importants, de l'ordre de 8,5 millions d'euros, non seulement nous avons apporté une épargne nette de 2 500 000 euros, mais en plus, nous n'avons pas apporté de dette, puisque on avait fait relativement peu d'emprunts, et le ratio de désendettement de la communauté de communes d'Avranches Mont-Saint-Michel était le plus faible de tous et de loin, puisqu'il était de 3 ans. Ce qui veut dire que si on ne faisait pas d'autres emprunts, on remboursait ceux que l'on avait contractés auparavant au bout de 3 ans, alors que la moyenne est de 6 ans à 7 ans en France. Et vous l'avez dit tout à l'heure, lorsqu'on arrive à 8 ans, 9 ans, 10 ans, il faut véritablement s'inquiéter. Alors moi, je n'ai nulle envie que notre communauté d'agglomération, qui a 1 an et demi à peine, se trouve prise dans la tenaille de la Chambre régionale des comptes, se trouve prise dans la tenaille du préfet qui, un jour, peut-être, viendra nous dire, après avoir saisi la Chambre régionale des comptes, que le budget ne peut pas être fait. Je n'ai pas envie de ça. Mais je n'ai pas envie non plus de faire supporter aux contribuables un certain nombre d'errements qui se sont déroulés, qui ont été faits depuis 1 an et demi. Ce n'est pas aux contribuables de supporter des dépenses de fonctionnement excessives qui ont été décidées. Donc, la seule solution, c'est de revoir le budget 2018, notamment dans sa section de fonctionnement, de réduire de façon importante le chapitre 11 et de réduire de façon importante le chapitre 12. Et je veux bien entendre qu'il y ait des choses qui ne dépendent pas de nous.
Je l'ai dit hier aussi au conseil municipal d'Avranches. Bien entendu qu'il y a des choses qui nous sont imposées par l'État, mais il y a aussi des choses qui dépendent de nous. Le niveau de dépenses de fonctionnement, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas l'État qui nous contraint, en tout cas pour un certain nombre de ces dépenses-là. Et donc il faut que l'on se prenne en main et que l'on fasse en sorte de diminuer de façon importante notre budget de fonctionnement, sinon on n'y arrivera pas, et je crains que dans un délai relativement rapproché, on aille dans le mur, alors que les uns et les autres, on avait porté beaucoup d'espoir, et je continue moi personnellement à porter beaucoup d'espoir dans le fonctionnement de notre communauté d'agglomération, mais pas de la manière dont on la gère, pas de la manière dont elle est gérée depuis 1 an et demi, parce que des dépenses ont été faites, que l'on retrouve maintenant. Il est encore temps de rectifier le tir. Moi, je m'opposerai totalement, je rejoins Albert Bazir et je rejoins ceux qui se sont exprimés, je refuse toute augmentation d'impôts. Ce n'est pas aux contribuables à faire l'effort, c'est à nous à faire l'effort, en revoyant notre budget et en diminuant de façon importante nos dépenses de fonctionnement. Je ne voterai ni une augmentation des impôts, ni ce budget qui m'apparaît particulièrement dépensier en matière de fonctionnement. David, si je peux me permettre juste d'apporter quelques éléments. Je remercie M. Vette pour ces informations et je trouve que ça apporte beaucoup de choses au débat. Juste rectifier, donc tout à l'heure vous avez dit que vous étiez à 2,4 millions, que les chiffres que le projet avait présenté étaient faux. Je dois me permettre juste de rectifier, vous parlez de 2015, je parle de 2016. Bah, c'est les chiffres de 2016, hein. Il y a 1,1 million. Monsieur Juquin, on n'est pas passé de 2,5 millions d'euros entre la fin de l'année 2015 à 1,1 million à la fin de l'année 2016. C'est juste impossible. Bah, je suis désolé, mais c'est ce qu'il y a sur Minefil pour vous et c'est ce qu'il y a sur les comptes administratifs. On vérifiera si les chiffres ensemble, mais bon, de toute façon... Ceci étant, je voulais juste dire qu'il y avait quand même une différence entre ce qui était présenté 2015-2016. Redire aussi qu'effectivement, sur les 2,5 millions d'euros que vous dites d'augmentation sur le chapitre 11 et 12 que j'entends, et qui est justement proposé dans ce budget primitif, juste rappeler malgré tout qu'il y a un transfert d'un budget annexe de l'ordre de 1 million d'euros. Donc sur ces 2,5 millions d'euros, il y a juste un transfert de budget annexe qui était le budget des ordures ménagères sur proportion et Yélan. Donc on n'est pas sur une volumétrie de 2 millions d'euros, 2,5 millions, mais sur 1,5 million d'euros. Et on aura le temps de regarder un petit peu le détail. On pourra le regarder là, mais je vais laisser le débat un petit peu se mettre en place. Et juste rappeler effectivement que Mme Catherine Brunerine, donc vice-présidente en charge du tourisme, a fait un effort que je tiens à remercier de 61 000 euros de moins pour équilibrer la communauté d'agglomération. Mais rappelez aussi que la taxe de séjour de 2016 à 2017 a augmenté de 90 000 euros aussi. Donc il est normal que l'EPIC redonne aussi à la communauté d'agglomération tant que la taxe de séjour augmente. Donc c'est tant mieux pour la communauté d'agglomération, ça va dans le bon sens. Monsieur Juquin, avec la petite expérience que j'ai vu un certain nombre d'élus engranger des recettes supplémentaires sans en tenir compte et sans demander une diminution des subventions qui leur étaient affectées pour autant. Au moins, Madame Brunerine a ce souci de la cohérence. C'est tout à son honneur. S'il vous plaît. Alors, Monsieur Bernard Trey, qui m'a demandé la parole aussi. Oui, enfin, je prends la parole parce que quand on parle de 12, bien évidemment, on parle du personnel. Donc moi, je voudrais aussi apporter les précisions que j'ai d'ailleurs apportées l'autre jour lorsqu'on était en réunion précédente. Donc actuellement, nous avons en nombre d'agents supplémentaires, c'est relativement simple. Nous avons en création de postes, en poste pérenne, il y a 5 créations qui ont été faites depuis le début. Et il y a 11 chargés de mission. Voilà. Donc je voudrais dire que c'est... Oui, non. La différence, c'est que je crois que mes collègues pourront l'attester. Les chargés de mission, la décision est claire, elle est posée, c'est que c'est pour 1 an, revisable. Et l'idée, oui, on peut pas le croire, mais moi j'ai déjà écrit les dates pour chacun au moment où on devra faire le bilan de la mission et décider de ce qu'on fait de la mission. On la continue ou on la continue pas. Et je rappelle quand même que pour ces missions ou ces postes, on ne les a pas sortis derrière le manteau, ce sont des postes qui sont parus en plénière, qui ont été explicités par mes collègues en fonction des activités différentes et qui ont été votés d'une manière tout à fait naturelle. On n'a pas, à aucun moment, on n'a pas des postes cachés. Enfin, je crois qu'il n'y a rien de particulier. C'est transparent.
ponctuel. Allez-y. Voilà, j'entends Monsieur Lucas. Je vous indique simplement, et vous y étiez, que lorsqu'on a fait la fusion de 5 communautés de communes pour constituer la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel, on l'a fait à effectif constant. Et c'est ça qu'il aurait fallu faire. Et c'est ça que je regrette. Il est tout à fait possible de faire des fusions de communautés de communes, n'en déplaise à la Cour des comptes, sans automatiquement faire des embauches supplémentaires. Au moins la première ou la deuxième année, le temps de voir venir, le temps d'avoir une visibilité suffisante. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Tiens, donc, il y a Bernard Tray qui veut prendre la parole. Et oui, juste pour préciser quand même que ce ne sont pas les emplois, enfin, je défends le personnel, parce qu'il y a effectivement dans le projet, il y a aussi, quand on a la proposition, et je crois que tout le monde acceptera, qu'il y a une proposition d'enveloppe d'avancement de grade, je pense que ça, si vous estimez qu'il y aura le droit d'avancer, moi je pense que les personnels doivent bénéficier bien évidemment de leur avancement et de leur régime indemnitaire. Ça me paraît la plus évidente des choses. Je pense que les personnels, et je le rappelle puisque je l'ai cité aussi la dernière fois, je rappelle qu'on a 65% de nos personnels qui sont des cadres C. Je rappelle, puisque si tout le monde n'était pas là, qu'un cadre C, c'est quelqu'un qui commence sa carrière à 1199 € net. Et après 21 ans de carrière, il est rendu à 1357 € net. Ben moi, je pense que les personnels doivent pouvoir bénéficier effectivement du travail qu'ils ont accompli, parce que je crois que quand même, on leur a demandé beaucoup aussi au personnel. Et je ne voudrais pas, moi, que ce soit le personnel qui fasse l'ajustement par rapport à nos problèmes financiers. Il y a peut-être d'autres solutions. Je crois qu'on doit leur restituer ce qu'ils méritent. Ce n'est pas une réelle d'ajustement. Je crois que... Enfin, moi, je tiens à ce que les personnels ne soient pas ceux qui trinquent et à qui on dit bah, là, vous avez bien travaillé, mais beaucoup travaillé, mais donc, pour vous, on va vous... Maintenant, tout ce qu'on aurait dit, ça ne n'existera plus. Non, c'est pas possible. Je crois que on doit leur donner ce qu'on leur doit. Et puis, et en plus, je pense que c'est la moindre des choses. Si on veut que ça fonctionne, il faut que le personnel ait aussi la reconnaissance. Et qui plus est, enfin, pour ajouter que c'est pas les 5 emplois créés et les 11 mises de personnel, des chargés de mission qui font le million d'euros. Hein. Bien, donc, prise de parole de Bernard Tray, Serge Deslandes et Jessie Roy. Vous respectez leur droit. Bon, première chose, j'apprécie que le débat soit serein et qu'on ne s'accuse pas les uns les autres. Ça me semble essentiel. J'ai noté tout ce qui a été dit. M. Morel disait tout à l'heure qu'il y en a 20% de contribuables qui vont trinquer. C'est vrai, Albert Bazir a dit qu'il faut être courageux. Venel a dit aussi la situation est inquiétante. C'est ok, tout ça c'est ok, on peut tous l'accepter. Mais moi je ne regarde jamais dans le rétroviseur et je regarde le futur. Parce que si on est ensemble ici, c'est pour créer un avenir ensemble. L'avenir, il se fait lorsque l'on regarde les compétences. Les compétences, elles sont effectivement, on les a prises assez larges puisqu'on est en communauté d'agglomération, mais elles sont économiques. Et donc il est difficile, et je le dis à Guenel, mais sans aucune arrière-pensée. Il est difficile de comparer les dettes ou les emprunts, etc. Quand on achète, et il y a beaucoup dans la salle de ça, quand on achète une vache, elle fait du lait. C'est-à-dire que quand on fait des investissements économiques, on ne peut pas les comparer avec des investissements de salle de sport ou de musique. Mais il faut aussi la musique pour l'attractivité. Je ne dis pas qu'il faut non plus de salles de sport. Parce qu'il y a des inégalités sur le territoire. Il y en a qui sont bien pourvus aujourd'hui et d'autres le sont moins. Donc il faut qu'on aille vers l'avenir. Alors, quand David Duquin comparait les CAF, les CAF net, c'est clair que notre CAF est faible, puisqu'on doit être à 16 € par habitant ou quelque chose comme ça, mais ces CAF net, on ne peut pas les comparer avec le Cotentin. Le Cotentin est à 84, mais ils ont la Flamandville, ils ont aussi la Cogema, ils ont tout ça. On n'est pas... Et nous, on est dans un territoire rural, vieillissant également, et donc on est obligé de prendre ça en compte. Le budget de... quand je dis qu'il faut regarder l'avenir, il y a 3 budgets annexes, notamment les ateliers de rotation, notamment les bâtiments industriels, notamment aussi Feugerolles, la zone d'activité de Feugerolles, qui a été achetée par la communauté de Mont-Saint-Michel. Il faut l'équiper, cette zone-là. On ne peut pas la laisser en friche, il faut l'équiper. Or, quand on regarde les 3 budgets annexes, c'est quand même 4 ou 5 millions. Il y a, pour les ateliers de rotation, c'est quand même 2 137 000 d'emprunts, c'est de l'économie.
Quand il y a les bâtiments industriels, il y a 1 908 000 de dépenses, et la zone économique, c'est 850 000 qu'il va falloir aussi emprunter. Donc moi je dis, si on veut des recettes nouvelles demain, ça ne peut être que ça, parce que quand je regarde, on ne va pas faire de comparaison, mais si je regarde, on a souvent dit que la commune de Brécé la communauté était endettée. Oui, mais quand je regarde les recettes, l'épargne de gestion, il faut comparer non pas en chiffres, il faut comparer par habitant. J'ai 157 euros, 156,31 euros par habitant, quand Avranches hier avec 51 euros. Et donc ce qui permet de payer les dettes aussi. Donc on ne peut pas comparer les emprunts. Quand on part aussi de 8 millions d'euros qu'on a apporté et qu'on en a apporté à côté que 2 millions, pour 45 000 habitants et pour 9 000 habitants, ce sont des choses différentes. Donc ne nous opposons pas sur des choses comme ça, parce que si on veut faire des comparaisons, on pourrait aller très loin. Je pense qu'il faut penser avenir. Et l'avenir, c'est voir. Et quand Albert Bazir dit qu'il faut être courageux, on peut être courageux par rapport aux habitants, c'est sûr, mais on travaille pour eux aussi, et on travaille pour créer l'avenir. Donc il ne faut pas non plus qu'on se trouve devant un mur, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est vrai que sur le passé, il y a peut-être des choses qu'on aurait pu changer, qu'on aurait pu faire, etc. On ne peut pas non plus ne pas faire le constat. Mais en tout cas, demain, il faut, et vous l'avez dit, la Cour des comptes, etc., il ne faut pas qu'on soit tutelle. Donc moi je dis, réfléchissons bien. Et il y a un point que vous avez évoqué, Guenaël, c'est le problème de la taxe d'habitation. Le problème de la taxe d'habitation, moi, chez moi, dans ma commune, je vais proposer demain qu'on l'augmente. Pourquoi? Parce que j'estime que dans une commune, que 80% des habitants ne payent pas de taxe d'habitation, quand à la crèche ou quand à la cantine de l'école, eh bien on fait que 3 euros au lieu de faire le 4,50 € pour le repas au prix réel, et pour bien d'autres activités. Là, j'estime qu'il n'est pas normal que sur un territoire, les gens, un certain nombre de personnes ne participent pas du tout aux dépenses locales. Et demain, et vous l'avez dit, on ne sait pas si ça sera compensé. On sait aujourd'hui, quand on compense la taxe d'habitation, on reprend les bases ou les taux de 1971. Eh bien, si demain, dans 4 ans ou dans 5 ans, on reprend les bases de 2017, on verra qu'il y aura un écart et qu'on aura vachement perdu, parce que si moi, chez moi, j'ai 250 000 euros de taxes d'habitation en produit, mais 450 000 de taxes foncières, ici c'est l'inverse. Vous avez eu 8 millions de taxes d'habitation, contre 3 millions et quelques seulement de taxes foncières. Ce qui veut dire que demain, s'il n'y a pas compensation et autres, eh bien je vais vous dire, on ira dans le mur totalement. Ça c'est une certitude. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est avoir un débat serein, et on l'a. Mais je pense qu'il faut regarder l'avenir avec courage aussi, et voir comment on peut s'adapter, adapter le fonctionnement aussi bien sûr. Mais je pense qu'il faut regarder l'avenir et se dire qu'on est là pour investir aussi. Bien. Alors moi aussi, au risque d'être un peu à contre-courant du débat qui a eu jusqu'à maintenant, je vous dis d'emblée, moi je serais plutôt favorable à une augmentation, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, j'ai quand même une certaine expérience en la matière, et ceux qui ont fustigé la situation financière du Mortenay, je les invite à ne pas prendre position par rapport à la situation financière. Moi, il ne me viendrait pas idée de juger des décisions qui ont été prises par d'autres élus. Et c'est pour ça que je dis je ne juge pas, parce qu'effectivement, la situation financière du Mortenay, on la connaissait, nous avions fait une prospective financière, et on savait que si nous ne faisions pas l'augmentation d'impôts au moment où on aurait dû la faire, nous aurions une situation financière dégradée. Mais aujourd'hui, je considère que nous devons gérer la solidarité, et je ne peux pas laisser dire aussi derrière ça que c'est la situation du Mortenay qui a entraîné la situation de l'agglo comme ça. Parce que je suis sûr aussi que si on avait bien mesuré l'impact financier d'investissements qui ont été décidés, on aurait peut-être vu les choses différemment. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que je voudrais indiquer, c'est que derrière ça aussi, nous serons jugés sur les services que nous allons apporter. Et il y a quand même deux enjeux que j'ai déjà soulevés tout à l'heure qui sont primordiaux. La couverture médicale du territoire de l'agglo. Et Dieu sait si c'est un enjeu important. Ça veut dire aussi, à travers les décisions de ne pas vouloir augmenter l'impôt, on peut remettre en cause le pôle de santé de Sartilly, on peut remettre en cause la maison
la maison de Ducé, la maison médicale de Ducé. On peut remettre en cause le PCLA de Mortain. Et là, je peux vous assurer que les habitants, nous en voudrons beaucoup plus que si on a augmenté les impôts pour mener de projets de ce niveau-là. Sur la fibre optique, c'est la même chose. Si nous ne sommes pas capables de continuer le déploiement de la fibre optique, parce que quand je vois dans le budget 300 000 € d'inscrits sur l'ensemble de l'agglo pour fibrer le territoire, je ne sais pas comment je vais faire à manche numérique. Ça, il faut le savoir, alors que tous les jours, et toi le premier Alexis, t'es le premier à me solliciter en disant à quand la fibre? Si manche numérique, on ne lui donne pas les moyens d'apporter la fibre n'arrivera pas. Donc voilà deux enjeux que je voulais sur la partie investissement que je voulais souligner. Un autre enjeu aussi en termes de fonctionnement et qui correspondait aussi et qui a une certaine lourdeur aussi, c'est l'organisation que nous avons mis en place avec les pôles territoriaux. Aujourd'hui, j'entends ici et là dire des gens qui me disent « Ah, de toute façon, si on veut faire des économies de fonctionnement, on n'a qu'à supprimer les pôles territoriaux. » Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'en termes de proximité, je peux vous assurer que les pôles territoriaux jouent un rôle essentiel, parce que c'est quelque chose qu'on avait toujours dit. Proximité, réactivité, efficacité, c'était les trois mots de notre discours politique avant la fusion. Alors moi je sais que concernant le Mortenay, nous avions 3 années difficiles à passer. Avant la fusion, nous avons réussi à faire passer une augmentation des impôts parce qu'on savait que c'était indispensable, nous avions fait la prospective financière. Et ce que je voulais vous dire ce soir, si nous ne prenons pas la décision d'augmenter les impôts, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et l'an prochain, c'est pas 5 qu'il faudra faire, c'est 10. Et je insiste quand même sur le fonctionnement. Je vous dis, nous avons fait des choix. De toute façon, il était clair que, on le savait depuis longtemps, une fusion, les 5-6 premières années, ne génère pas d'économie. De toute façon, on voit bien, dans l'organisation, nous avons été obligés d'allonger la chaîne hiérarchique, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de latence, il faut beaucoup plus de personnes pour arriver. Là, on n'est pas dans... On défend dans d'autres domaines les circuits courts, mais là, on n'est pas dans les circuits courts. Effectivement, on est sur une hiérarchie qui est beaucoup plus longue. Et ça, et je vais vous dire une chose, j'entends l'État aussi. L'État, lui, nous demande de faire des économies, nous demande de fusionner. Qui est-ce qui bénéficie principalement de ces évolutions? C'est l'État, parce que dans le département de la Manche, au lieu d'avoir 47 collectivités, il n'en a plus que 8 aujourd'hui. Effectivement, pour lui, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer 8 collectivités ou 47. Donc, tout ça pour vous dire que effectivement, j'entends ce que dit l'État, mais aussi on nous a, et ça c'était pas forcément prévu, quand on prend des décisions, on les prend dans le contexte donné. La RGPP est passée par là, ensuite le rétablissement, participation au rétablissement des finances publiques, on est passé par là, et quand on prend une décision, on n'a pas forcément ces éléments-là. Et ça change tous les ans avec la loi de finances. Donc moi, par lucidité, parce qu'on peut l'expliquer, même si c'est au bout d'un an, je sais que c'est pas agréable, mais au risque de se réveiller la gueule de bois dans un an, il faudrait peut-être faire un minimum de 5% plutôt que d'être obligé de faire 10% l'an prochain. Jessie Orvin, vous voulez prendre la parole et ensuite... Oui, c'est juste moi j'ai juste une petite remarque. Quand on parle des scénarios 1, 2, 3, moi j'aurais bien aimé voir le mot rigueur budgétaire sur les 3, en fait. Ça, c'était la première chose. Alors, peut-être que le mot rigueur est un peu fort, mais demander un peu plus aux habitants sans soi-même se remettre en... Enfin, je pense que c'est le prérequis. Peut-être que c'était une évidence, mais ça aurait été bien peut-être de le noter. Et juste pour partager un peu l'expérience de la commission culture, Guénel, tout à l'heure, tu faisais référence au travail du tourisme. En culture, on travaille de la même manière. On examine subvention après subvention. On examine les budgets des associations, on regarde leur fonds de trésorerie aussi, on regarde le pourcentage que représente la subvention dans leur budget global et on est vraiment très rigoureux. Là, si on parle de rigueur, on est vraiment très rigoureux et on a déjà produit quelques petites économies, mais c'est pas en un an qu'on fait la révolution non plus. Je pense que ça demande aussi du temps. Il faut aussi qu'on apprenne à travailler avec les associations du territoire, qu'elles comprennent le fonctionnement, qu'on adopte aussi des manières de travail différentes de celles qu'on pouvait avoir dans nos EPCI différents, où on était plutôt Enfin voilà, il y avait des relations beaucoup plus proches qu'on pouvait avoir avec le tissu associatif. Et là, moi, c'est plutôt un signe positif que je voudrais donner. Voilà.
Peggy ? Oui, moi je voulais juste revenir très rapidement sur les chargés de mission et vous rappeler ce qu'on avait pu dire lorsqu'on a voté ces embauches en assemblée délibérative, que ces chargés de mission nous permettaient effectivement, comme l'a dit Jacques Lucas, sur un temps défini, de permettre une prise de compétences cohérente et équitable sur l'ensemble du territoire. Et je fais directement allusion notamment au service déchets, où on a voté des chargés de mission notamment sur la redevance spéciale, pour un travail circonscrit dans le temps, et vous savez que c'est pour aller chercher des recettes supplémentaires puisque la redevance spéciale n'est pas encore appliquée sur l'ensemble de notre territoire. Et juste aussi revenir un petit peu sur l'inquiétude de Jean-Jacques Morel sur l'augmentation de la fiscalité. Alors, inquiétude complètement légitime, bien entendu, mais pourtant sur une année de révision de la taxe d'habitation pour 90% de notre territoire. Et puis dire que, ben voilà, moi j'ai une autre inquiétude à vous faire partager, c'est qu'on a quand même des services à faire fonctionner. Des services publics qu'on doit à la population avec des besoins qui sont souvent grandissants, avec des normes de sécurité qui s'imposent aussi à nous, qu'il va bien falloir les faire fonctionner et que je crains qu'on doive aussi augmenter par exemple d'autres qui vont se répercuter en fait nécessairement sur la capacité contributive de nos contribuables. Je pense notamment à les taux d'enlèvement des ordures, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais pourquoi pas aussi des choses qui pourraient être impactées aussi différemment et qui là ne tiendront pas compte en fait de la capacité contributive. Je pense notamment à l'abonnement à une médiathèque, à un prix d'un spectacle qu'on pourra offrir à l'entrée d'une piscine. Ça c'est aussi en fait des coûts que vont devoir subir aussi les habitants de notre territoire parce qu'il va quand même falloir fonctionner ces services, offrir quand même des choses à nos habitants et voilà, il y aura forcément des coûts qui vont se répercuter ailleurs si ça fait directement sur la fiscalité. Merci, donc on a Jacques qui prend la parole aussi. Enfin, c'est très petit point. C'est vrai que vous avez vu la pyramide des âges, donc effectivement, on est limité par rapport à cette activité qui consiste à espérer des départs en retraite. Bon, ceci étant, on n'a pas attendu, c'est ce qui s'est déjà fait. On a déjà réussi à gagner, pas beaucoup, bien évidemment, mais à chaque fois qu'il y a un départ, il y a toujours une analyse de la situation et toujours une recherche approfondie pour réussir à ce que le fonctionnement soit identique, sans qu'on ait besoin de recruter ou de recruter autant. Ça, je le dis parce que c'est ce qui se passe au quotidien. Moi, ce que je peux regretter aussi, et je crois que là, il s'agit de juger personne, mais c'est une constatation que je peux faire sur tous les territoires. Je crois que qu'il y a moi une chose à remédier, parce qu'on parle toujours l'investissement, c'est vrai, mais moi j'aurais aimé qu'à chaque fois qu'il y ait investissement, il y ait aussi le coût de fonctionnement qui suit. Parce que depuis qu'on est ensemble, effectivement, il a fallu trouver des postes. Mais pourquoi fallait trouver des postes? Parce qu'il y avait des investissements qui avaient été réalisés et les coûts de fonctionnement n'avaient pas été intégrés. Merci. Donc Catherine et puis Jean-Pierre Carnet. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de choses. Vous êtes tous des élus dans des communes. Vous savez comment on travaille dans les communes au quotidien avec la baisse des moyens que nous avons. Nous travaillons vraiment sur la baisse des dépenses de fonctionnement. On est obligé de regarder chaque ligne budgétaire. Donc ça, c'est notre responsabilité d'élu. Je suis bien placée pour le savoir parce que ça fait 2 mandats dans la commune que nous, on se bat pour, par rapport à l'endettement et par rapport à ce qui a été engrangé avant en dépenses de fonctionnement. Et c'est très très long à redresser la barre quand on laisse déraper les dépenses de fonctionnement. Donc les communes ont contribué et continuent à contribuer au désendettement de l'État. Donc certes, on fait partie du bloc communal, donc communauté d'agglomération commune, on est complètement liés. Mais je pense que c'est notre responsabilité d'élus communautaires comme d'élus communal d'être vraiment très attentifs à ça. Et à mon sens, pour les dépenses de fonctionnement, il y a 3 solutions, c'est de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. Et je pense que quand on a pratiqué, qu'on a travaillé sur des budgets de collectivités, on sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que l'augmentation des impôts, avant de prendre ça comme la première solution, là aussi, c'est notre responsabilité d'élu de démontrer qu'on doit être en capacité, en tout cas de faire tous les efforts possibles pour redresser la barre, montrer au moins qu'on essaie et qu'on en est capable, parce que je pense qu'on est assez nombreux pour travailler en ce sens, et que l'augmentation des impôts ne peut être que la toute dernière, mais la toute dernière des solutions. Et au bout d'1 an d'existence, 1 an et demi, c'est carrément pas envisageable. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer ça à la population. Donc, comme vous l'avez compris, moi, je ne voterai pas l'augmentation des taux d'imposition. Jean-Pierre Carnet. Oui, simplement, moi je suis dans un secteur où en fait on ne fait pas d'économie, malheureusement. Au niveau de toute la politique jeunesse, il y a 160 salariés. On avait un certain nombre de contrats aidés
qui était porté par des associations, mais qui était financé par la communauté d'agglo. Donc on les subit de plein fouet. Et je ne parlerai pas de tel ou tel exemple, pour ne pas citer une commune plus qu'une autre, mais simplement, je vois aujourd'hui une subvention qui est passée de 70 000 € à 100 000 € à un endroit. C'est-à-dire ça fait 42% d'augmentation, parce que les contrats aidés ont disparu. Alors en face, qu'est-ce qui se passe? En face, nous avons dans tous les centres de loisirs une augmentation des effectifs qui est de 10 à 30% sur l'année 2017 par rapport à 2016. Ça veut dire aussi qu'il y a des actions qui sont attendues, des actions qu'il faut continuer à réaliser. Et moi, je veux bien qu'on travaille en budget constant. Je suis dans un secteur où ça va devenir très compliqué. Alors en plus, je suis dans un secteur complètement inégalitaire, parce qu'on a des endroits où les communes supportent complètement les charges au niveau de la jeunesse. Il y a d'autres endroits, ce sont des associations qui ont été mises en place, qui font des économies énormes, parce qu'il y a plein d'activités qui font que le coût de la demi-journée enfant est le plus bas sur notre territoire. Ces associations-là sont aidées soit par la communauté, soit par les communes. Moi, je suis dans un secteur où ce sont des communes environnantes du centre de loisirs du Tergat qui participent. Et c'est vrai que quand on essaie de comparer ça, on se dit, l'avenir c'est quoi? C'est de dire, on arrête de cette politique d'accompagnement, et on demande aux communes de reprendre la main sur un certain nombre de choses. Je pense que le débat ne va pas être simple. Et quand on va parler des compétences au niveau de la jeunesse, c'est quelque chose qui va nous arriver très rapidement. Il va falloir faire des choix. Alors en plus, on doit gérer un système de réforme scolaire qui est, on ne peut plus compliqué, parce qu'il y a des endroits où on recrée des centres de loisirs le mercredi matin et les taux d'encadrement sont 2 fois plus élevés que quand on avait des tables à gérer. Ça aussi, c'est une réalité. Donc voilà la situation dans laquelle la jeunesse se trouve. Alors par ailleurs, on a aussi, moi je ne serais pas pour l'augmentation des impôts, je vous le dis tout de suite. Par ailleurs, on a quand même des choses qui nous arrivent d'une certaine façon sur le territoire. On sait qu'on a des charges par rapport à toutes les problématiques d'environnement sur les politiques de l'eau. Il y a une taxe GEMAPI. Est-ce qu'on va l'appliquer ou est-ce qu'on ne va pas l'appliquer? Ça fait partie aussi d'un débat qui n'a pas été du tout appréhendé. Et que si aujourd'hui on se dit cette taxe GEMAPI, on la met en vigueur, ça veut dire qu'il va y avoir un transfert de charge de ce qui peut être supporté par la communauté d'agglo aujourd'hui sur ces recettes éventuelles. Donc ça mérite aussi faire partie du débat parce que ces taxes-là sont des éléments que nous pouvons gérer à notre niveau. On le décidera ou on ne le décidera pas. Y a-t-il d'autres prises de parole? Alors il y a Daniel Furcy. Daniel. Au niveau des aides à l'investissement aux entreprises, est-ce qu'on continue à aider ou pas? Non. La réponse est simple, parce qu'elle a déjà été formulée. Tant que le schéma de développement économique n'est pas validé, on suspend la politique d'aide. De façon à, lorsqu'on mettra en œuvre ce nouveau schéma, ajuster au mieux cette politique de soutien à l'économie locale. Autrement, je ne suis pas d'accord avec M. Deslandes qui dit que l'année prochaine, ça sera peut-être 10% d'impôts supplémentaires. Moi, j'ai une suggestion, c'est que vous laissiez vos priorités à la communauté de parce que M. Deslandes, vous n'avez pas de problème de fin de mois. Le petit agriculteur qui touche 800 € de retraite, son augmentation d'impôt, il n'en veut pas de votre augmentation. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Bien, alors, moi je pense qu'il est important que je donne mon point de vue aussi de président. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de débattre en comité d'orientation, avec David Juquin aussi, lors de la préparation de ce budget, et surtout des réunions qui ont eu lieu la semaine dernière et puis ce soir. À titre personnel, je suis opposé à l'augmentation des taux. Je pense en effet que nous sommes en train de structurer notre communauté d'agglomération. J'entends ici et là des gens qui disent voilà, vous étiez trop prétentieux, vous avez voulu faire trop grand. Sauf que je le rappelle, encore une fois, si nous n'avions pas procédé à cette fusion, plusieurs communautés de communes du Puy-de-Dôme auraient été à terme dans des difficultés budgétaires. C'était inévitable. Cela n'est pas lié à des problèmes de gestion, c'est lié à un problème de politique gouvernementale successive qui mettent en gros sur les épaules des communes et des communautés de communes
ont une pression terrible pour essayer d'absorber cette dette de l'État français. Donc on en est là aujourd'hui, on est au pied du mur. Moi, je pense que le challenge peut être relevé. Je rejoins complètement ce qui a pu être dit concernant les dépenses de fonctionnement. Nous allons mettre en place une politique de rigueur, et pour tout vous dire, elle a déjà commencé. Enfin, qu'on ne dise pas qu'en 2017, on a fait n'importe quoi et on a dépensé l'argent à travers, c'est faux. Donc en effet, on a structuré les services. Maintenant, il s'agit d'optimiser la manière dont on les fait travailler, ces services. Comme l'a dit Jacques Lucas, des recrutements ont lieu. Ce sont des recrutements qui sont, pour beaucoup, des chargés de mission. 1 an. Avec des gens qui vont devoir, en effet, si ce n'est produire, au moins montrer l'utilité de leur mission pour notre territoire. Donc voilà, on est dans un cadre clair de politique de rigueur. On va tenir cette ligne de la rigueur. On va être extrêmement vigilant à nos dépenses. Et surtout, comme vous l'avez compris, on va devoir revoir ces investissements qui ne vont pas être totalement suspendus, mais qu'on va devoir faire glisser dans le temps. Et moi, j'aimerais en effet que s'il y a un jour, comme le disait Catherine, il y a nécessité d'augmenter les taux, ce soit en dernier recours. C'est mon point de vue. Encore une fois, vous avez eu tous les éléments pour pouvoir voter en votre âme et conscience. Et surtout que ce soit un jour où peut-être nous aurons ensemble à définir un projet commun. On a cité Granville dans le tableau qui a décidé de mettre en place un grand projet de centre aquatique. Peut-être que le jour où nous aurons besoin de porter un projet communautaire qui nécessitera des recettes spécifiques, alors on optera pour cette solution-là. Mais pour l'instant, à mon avis, il y a lieu de stabiliser la situation, d'optimiser les moyens qui sont déjà mis en œuvre, et puis surtout de travailler de manière sereine. Moi, je voudrais vous remercier, parce que c'est un débat qui n'est pas simple, qui demande à chacun de se positionner par rapport à cette nouvelle collectivité qui est notre communauté d'agglomération. Il y a eu une réunion la semaine dernière à laquelle vous avez participé en grand nombre, 100 personnes tout de même. On a pu débattre. Le débat s'est produit à nouveau ce soir, avec des positions parfois tranchées, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de consensus qui se dégage autour de cette notion de bon sens et de bienveillance, surtout vis-à-vis de cette communauté d'agglomération qui, je l'espère, comme Serge, pourra d'ici 5 ans, 6 ans, trouver son rythme de croisière et surtout trouver un équilibre budgétaire acceptable. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole avant que nous passions au vote? Parce qu'il va bien falloir y passer. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions, je vous propose... Alors s'il y a une main, c'est Sophie Laurent. C'était par rapport à la qualité des services que propose l'agglomération. C'est vrai que on a assisté les uns et les autres à 2 fusions, à des changements de périmètre en moins de 5 ans. Et c'est vrai qu'on a été tenté de mettre plutôt les curseurs vers le haut pour que les populations aient les meilleurs services possibles. Et peut-être qu'on aurait dû se poser la question de se dire on a des services qui sont différents en fonction des territoires et où mettons le curseur pour que ce soit acceptable en matière de dépenses de fonctionnement. Bon, après, il n'est peut-être pas trop tard pour le faire, mais on a peut-être failli à ce moment-là. Bon, c'est humain de vouloir offrir à nos populations ce qu'il y a de meilleur, mais je pense qu'à un moment donné, il faut se dire est-ce qu'on a vraiment les moyens de tout cela? Ça fait partie des questions que nous devons nous poser, et que nous nous posons déjà. Clairement, le vote de ce budget, enfin, cette séance communautaire que nous connaissons ce soir, on ne découvre pas ce qu'on évoque ce soir. On est, encore une fois, dans cette logique d'optimisation et de régulation. Bien, donc si vous le voulez bien, vous allez pouvoir vous saisir de vos petits boîtiers afin de procéder au vote. Voilà, donc, alors attendez, on va vous rappeler en effet ce qu'on vote. Donc il y a 2 scénarios qui sont valables. Donc voilà, on va écrire en toutes lettres les propositions. Donc pour la hausse des taux, c'est 1. David, je me permets. Oui, David. L'idée c'était plutôt d'écarter le scénario 2. Oui, on l'écarte, tout à fait. Et de dire carrément, est-ce qu'on augmente les taux de fiscalité ou pas? Voilà, la question est claire. Hausse des taux, c'est le 1. Attendez. Si, oui, c'est ça. Hausse des taux, c'est le 1. Voilà.
Non, on oublie les scénarios. On oublie les scénarios, voilà. On oublie les scénarios. Non, la proposition, c'est... La question qui va être posée, qu'elle soit bien claire pour tout le monde, la question posée, c'est êtes-vous favorable à la hausse des taux? Favorable à la hausse des taux. Oui, si vous voulez augmenter les taux. Non, si vous voulez maintenir les taux. Moi, je voterais 2, par exemple. Voilà. C'est compris pour tout le monde. La question n'est pas ambiguë. À une nuance près, une nuance près. C'est-à-dire que nous, on a réfléchi sur des scénarios. D'accord. Des scénarios, je devrais dire. D'accord. Et le scénario numéro 1 dit rigueur budgétaire, surveillance des investissements et pas d'augmentation des taux. Alors, on va donc, je préférerais qu'on fasse en 1 scénario 1 et en 2 scénario 3. Alors, je vais répéter tout ça parce qu'il faut remettre d'ambiguïté. C'est pas ça. Voilà, donc je pense que le plus simple, c'est de se fier au tableau. De toute façon, dans les 3 propositions, les 3 scénarios, les 2 se disent, nous étions dans le cadre de politique de rigueur, c'est clair. Donc on est d'accord, quelle que soit l'issue, nous serons dans une politique budgétaire de rigueur. Donc pour revenir au vote et à ce que vous allez devoir faire avec votre boîtier, c'est simple. La question est, êtes-vous pour la hausse du taux de fiscalité pour ce budget 2018? Oui, c'est 1 comme d'habitude. Non, c'est 2 comme d'habitude. Et pour les personnes qui veulent s'abstenir, eh bien c'est 3. Voilà. Donc on récapitule, hausse, oui, maintien, non. Voilà, mais là t'embrouilles encore les gens. Il est terrible ce David Juppin. Je sors. Voilà, le 1, on augmente, le 2, on n'augmente pas, et le 3, on s'abstient. Voilà, c'est clair pour tout le monde? Bien. Vous pouvez voter. Bien, bah écoutez, 146 votes sont parvenus à la machine, 137 correspondent à une volonté, 37 votes correspondent à une volonté d'augmenter les taux, donc un vote minoritaire. Le vote majoritaire correspond à un refus d'augmentation des taux, et nous avons 2 abstentions. Voilà, je vous remercie, au moins c'est tranché.